Je suis né dans une grande ferme foraine dans la région de Saint-Légier, une ferme foraine en bordure de la Vèze, à peu près à 1 heure en dessus de Vevey. Et j'ai suivi mes premières classes à Saint-Légier, dans une école tenue par mes tantes. Et ensuite est venu le temps du collège qui était à Vevey, et où je descendais tous les matins, quelquefois, même assez souvent à pied. Je présentais une promenade d'à peu près 1 heure, très agréable. Puis est survenu un événement inattendu. Notre ferme a été vendue. Nous avons dû quitter la région. Nous sommes venus à Carouge, dans le Jura, dans la maison de mes grands-parents maternels. Et de là, tous les matins, je descendais à Lausanne par le tram, suivre le collège, puis le gymnase, ce qui représentait aussi un trajet d'à peu près 1 heure. Et puis, j'ai suivi la filière jusqu'à la licence en lettres, comme tout le monde ou presque. Nous avons eu des pasteurs dans notre famille, mais mon père était paysan. Et moi-même, j'ai essayé de prendre part pendant mes vacances aux travaux des champs, ce qui est un apprentissage assez délicat. La musique d'Alban Berg, dès la première audition que j'en ai eue, a eu sur moi une sorte d'emprise magique. Malgré la nouveauté du langage, il subsistait toujours les obscurités, comme chaque fois qu'un auditeur entend des sonorités inattendues, c'est tout un langage auquel il est obligé de se faire. Mais tout de suite, l'emprise a eu lieu. Et j'ai eu l'impression en le découvrant que c'était véritablement un des grands lyriques de la musique. Vous le savez, mon Dieu, ce n'est pas le bonheur que j'ai cherché sur les routes qui traversent les saisons et les années. Et je n'ai pas non plus tiré jouissance de mes larmes, comme l'enseigne la mélancolie. De quels abîmes jaillis, jeté parmi les hommes aveugles, j'ai souffert sans orgueil de ma différence, ivre d'une solitude qui me rendait le monde. Dans leur haute maison rose mêlée à l'herbe fraîche, immobile dans la lueur des lampes, ou debout, moissonneur fauve, les pieds troués de chaume dans une agonie de soleil, jardinier sans fatigue, d'un immense jardin d'herbages et de fleurs fleuries sous le ciel, ces hommes, ces captifs de l'ombre, de la lumière, de leur vie, mon chant les arrachait à l'abîme du temps, leur rendait leur native innocence. Aimés, la dernière gerbe jetée sur la haute charge de paille qui tremble, c'est mon poème qui qu'elle couronne, ô faucheur de froment, et l'ombre sournoise en vain monte vers ton épaule nue. Qui a vaincu ma ferveur? Est-ce vous, mon Dieu, qui m'avez fait tomber au silence? Votre silence même est terrible. Ah, prenez pitié de cet homme à la gorge rompue.
dois dire que, au fond, le début de ma création poétique remonte à une grande balade, oui, c'est bien le mot, que j'ai faite. Je me souviens très bien de l'année, c'est en 1916, où tout d'un coup, l'idée m'a pris, c'était au moment des moissons, de partir à la découverte, non pas des montagnes comme tout le monde le faisait alors, mais simplement du monde qui m'environnait, c'est-à-dire de la plaine qui m'entourait, des vallées voisines. Et c'est une balade, oui c'est bien ce mot, c'est une balade qui a duré 4 jours très exactement, avec des marches, beaucoup de marches nocturnes, ce que j'ai aimé de plus en plus. C'est une façon justement de rejoindre un état singulier de soi-même qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas découvrir dans des circonstances normales. Vous avez déjà traduit du Schmidt von Lübeck? Non, jamais. Je crois que c'est très difficile d'abord, non seulement à traduire, mais il y a une condition première qui n'est jamais remplie, c'est qu'on ne trouve pas ses autres œuvres. Et c'est dommage parce que celle-ci est très émouvante. Le seul ennui, c'est qu'elle n'est pas dans la bonne tonalité, mais enfin, je vais quand même essayer. Je crois que vous allez beaucoup souffrir, vous savez. Ich komme vom Gebirge her. Es dampft das Tal, es braust das Meer, es braust das Meer. Pauvre Schubert, mon Dieu. Solitude, balbutiait l'arabesque rouge et noire, rançon des créatures sans poids, et puis tout de suite la mort. Étrange intuition hier, tard dans la soirée. Parmi mes larmes, je sens tout à coup, comme la plus vive des certitudes, ce renversement d'après la mort qui transfigure toutes les défaites des innocents en victoire. Certitude que rien ne réussit à ébranler. Quelle étrange chose que cette rencontre avec Novalis, un jeune romantique allemand dont on n'avait guère entendu parler, dont le nom vous est révélé tout à coup par un critique. On va voir son œuvre, on ouvre un petit livre, on tombe sur quelques fragments, et tout d'un coup on s'aperçoit que ces fragments, on aurait pu les écrire, on se retrouve en eux, et à chaque relecture on éprouve le même bouleversement, la même surprise inépuisable. La ville autour de nous s'endort. La rue illuminée accueille le silence et le bruit des voitures avec l'éclat des torches s'éloigne et meurt. Rassasiés des plaisirs du jour, vers le repos s'en vont les hommes et satisfaits, songeurs, un front penché soupèse pertes et gains. Dépouillés de ses fleurs, dépouillés de ses grappes, là des labeurs de 1000 mains, désert, le marché d'or. Mais au cœur des jardins s'éveille et tremble une musique lointaine. Là-bas joue un amant qui sait,
ou peut-être un homme saisi de solitude, qui se souvient de ses amis perdus, de sa jeunesse. Tout me dit que je ne me mens pas à moi-même, que cette parfaite innocence, déchirante, sublime parce qu'éternelle, ce n'est pas moi qui l'imagine. Elle est là devant moi, comme quelque chose d'inaccessible en même temps que d'impérieux. Elle change le monde, elle abolit le temps, elle fait naître un climat miraculeux où la beauté seconde n'est plus le fruit d'un divorce mais d'un accord. Ô paradis, paradis humain, en vérité j'en arrive à ne désirer plus que ce qui est. Les rêves d'autre chose me semblent le fruit vraiment de notre insuffisance. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme un homme seul ou qu'un homme solitaire? Ce sont des vues qui sont difficiles à préciser. Au fond, elles dépendent beaucoup des circonstances. Et il suffit, par exemple, d'une véritable rencontre pour qu'on ne se sente ni solitaire ni seul. Qu'appelez-vous une véritable rencontre? Eh bien, c'est tout d'un coup, disons, un paysage ou un personnage, un être vivant qui vous frappe et avec lequel on sent tout de suite une espèce d'échange qui se fait sur plusieurs plans, et au fond, qui a pour principal caractère l'imprévisible. Et c'est ce qui fait à la fois sa beauté et son prix. On pense souvent à un vers de Baudelaire, « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux ». Oui, mais en général, tous ces départs dont je vous parle n'ont jamais eu un caractère de fuite. C'était plutôt un caractère un désir de découverte. J'ai toujours pensé que le monde autour de nous, enfin, ne songeait qu'à nous répondre, mais il fallait l'interroger suivant telle ou telle inflexion de voix, n'est-ce pas? Enfin, il semble que c'est une sorte de définition de la poésie. Cette espèce d'interrogation à laquelle il sera ou non répondu, mais enfin qui peut quelquefois comporter une réponse. Êtes-vous un bon compagnon pour vous-même? De moins en moins, je dois dire. Pourquoi? C'est-à-dire, je pense qu'on a de plus en plus de peine à supporter soi-même quand on avance en âge. Enfin, on aimerait bien recommencer avec une autre identité. Vous recommenceriez autrement? Ou certainement pas, parce que ce n'est pas possible. Mais enfin, c'est le désir justement de cette, comment dirais-je, de cette renaissance ou de ce recommencement à zéro qui vous hante. Il y a un mot souvent qui revient sur votre plume et dans votre conversation, paradis. Oui, alors là, c'est lié précisément à
cette espèce d'état second où la marche ou d'autres fatigues vous amènent, n'est-ce pas? C'est une sorte de perception nouvelle du monde. On a l'impression que derrière tout ce qui est transitoire, n'est-ce pas, ce qui est quotidien, il y a une espèce d'éternité cachée qui ne devient perceptible justement qu'au moment dans ces états extrêmes de l'être. On peut vraiment, je crois, sans vouloir employer un mot trop prétentieux, parler d'une sorte de révélation, d'un contact véritable qui s'établit entre une réalité éternelle et puis ce que vous êtes pour un instant, enfin peut-être pour une demi-minute ou bien pour 5 minutes. Est-ce que vous pensez à la mort? Mais bien entendu. Mais bien entendu, n'est-ce pas? Et au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie sinon, enfin, à un certain âge pour le poète, sinon une espèce de défense anticipée contre la mort, c'est-à-dire l'envie d'arracher au temps ces choses qui ne reviendront plus et qu'on espère sauver dans un poème. Vous avez souvent cité ce vers de Novalis, disant que le paradis est dispersé sur la terre et que le poète doit le rassembler. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre une forme de paradis sur terre? Oui, et c'est précisément, vous voyez, nous revenons toujours à vous savez que Novalis était un intuitif aussi. Il y a certains de ces fragments qui sont extraordinaires à ce sujet. Enfin, il définit lui-même l'état de celui qui passe dans un état second et que cet état second rend apte à percevoir des vérités d'ordre supérieur. Et alors, comment vous dire? Cette parole m'a paru particulièrement vraie à des moments où je pressentais, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques instants, où je pressentais dans un état second, derrière les choses quotidiennes et passagères, n'est-ce pas, la présence de ces choses éternelles. Et cela particulièrement, peut-être, c'est une expérience dont j'ai gardé un souvenir très net, c'est au cours d'une très longue marche nocturne, et où tout à coup, la nuit a commencé à se défaire, n'est-ce pas, il y a eu, l'ombre se défaisait morceau par morceau, il y a eu, on a vu blanchir l'aube, et tout d'un coup, n'est-ce pas, on se sentait au seuil d'un monde absolument pur et neuf et éternel en même temps, et il y a eu le chant de la première alouette. C'est un moment, ça a duré peut-être quelques secondes, mais enfin, l'intuition, l'impression ont été assez vives pour qu'en somme, oui, je puisse en faire une sorte de certitude avec les réserves que je vous ai tout à l'heure. Vous vous intéressez à la politique? Pas du tout. Sur le plan mondial? Je crois que sur le plan mondial, elle est encore plus strette que sur un plan local et que nous savons, enfin, à mon avis, nous ne savons exactement rien de ce qui se passe en réalité. Enfin, nous en voyons les effets assez redoutables, mais tout ce qui j'allais employer ce mot de trame, mais c'est bien le mot qui convient, tout ce qui se trame, n'est-ce pas, dans les sphères politiques, nous demeure absolument cachés. Les guerres ne vous inquiètent pas? Mais toute réponse serait vraiment à la fois ou trop facile ou trop difficile, vous comprenez. Il me semble qu'on ne peut pas en parler en une phrase ou deux, enfin il faudrait tout un immense débat. Mais je ne voudrais pas du tout jouer à l'homme de la tour d'ivoire, n'est-ce pas? Et notez bien que je suis aussi vulnérable que n'importe qui
à tout ce qui peut vous arriver, toutes les nouvelles qui peuvent vous arriver de l'extérieur, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, à notre époque, enfin, on est blessé. Je pense à vos personnages. Est-ce qu'on peut vous demander qui est Aimé? Oui, il faudrait dire qui sont, si j'ose dire, parce qu'il est composé bien entendu, de plusieurs personnages. Et c'est une sorte, je ne dirais pas une sorte de somme, mais enfin, c'est un personnage composite auquel j'ai essayé de redonner une unité en poésie. Et sous ce seul nom, enfin, se groupent plusieurs amis, et dont la vie m'avait particulièrement frappé parce que il la vivait, n'est-ce pas? Et c'est un spectacle qui est bouleversant, enfin, pour qui justement ne peut vivre qu'en regardant vivre les autres, n'est-ce pas? Se sentir vivre qu'en regardant vivre les autres. Et alors sont eux qui me donnaient le sentiment et aussi la nostalgie d'une vie vécue, vraiment. Avez-vous le sentiment d'avoir pas pleinement vécu? Non, je crois que ce serait difficile de vous dire oui ou non. C'est-à-dire, comme j'imagine que pour tout le monde, il y a eu dans ma vie des instants de plénitude, enfin, qui rachètent tous les intervalles, disons, morts ou enfin plus désertiques. Et alors, le souvenir même de ces instants de plénitude atteints, enfin, suffit à dissiper tout regret. Il y a un autre nom qu'on peut évoquer sur le plan de l'amitié pour vous, Chrysinelle. Ah oui, c'est un poète qui est mort assez jeune et qui est d'ailleurs dans des circonstances tragiques, qui a écrit très peu qui a laissé une œuvre très mince, enfin quantitativement, et au fond on s'est aperçu déjà de son vivant, de la valeur singulière de cette œuvre, et au fond plus les années passent et plus on s'aperçoit que cette œuvre prend un relief et un poids de plus en plus grand, elle devient de plus en plus émouvante. Pensez-vous qu'il y ait un parallélisme entre son destin et le vôtre? Je ne crois pas. Il y a justement dans la destinée de Chrysinelle un tragique réel, n'est-ce pas, qui est né de certaines fatalités intimes et qui lui demeure propre. Ma route est d'un pays où vivre me déchire. Un ange du Seigneur a frappé sur ses bords ceux dont j'avais aimé le port ou le sourire, me laissant vif et seul pour dénombrer mes morts. Est-ce que tu n'as pas l'impression, certains jours, en relisant par exemple des poèmes d'un ami perdu, que tu ressens le besoin très profond d'évoquer son souvenir avec un ami? Oui, surtout que ce souvenir remonte de lui-même. On évoque certains jours, certaines soirées qu'on a passées ensemble et on aimerait assez en parler avec cet ami. Oui, ça m'a particulièrement frappé. Enfin, ce besoin, je l'ai ressenti l'autre jour où j'avais rouvert le recueil des poèmes de notre ami Chrysinelle. Et j'ai été tellement saisi par cette poésie, et je ressentais le besoin de parler du poète, avec toi en particulier, qui l'a bien connu. Oui, je l'ai bien connu, mais je crois quand même que tu as dû le connaître avant moi, parce qu'il était de ta génération exactement. Où est-ce que tu l'as vu? Oui, je me souviens de l'avoir entrevu au gymnase. Nous étions à peu près contemporains. C'est ça. Et puis, sans avoir eu de contact avec lui, ce n'est que plus tard, quand j'ai publié ma première plaquette, j'avais reçu une lettre de lui tellement émouvante, et nous étions rencontrés peu de temps après. Oui. C'est-à-dire, c'était aux environs de 27. Oui, à propos de Ramu, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est
l'extraordinaire qualité de son regard. J'en ai parlé souvent parce que c'est une chose assez saisissante. L'œil d'épervier. Oui, c'est comme disait Jean Paul, Voilà, on a oui. dit ça. Et alors, je me rappelle, entre autres, il était monté un jour ici à Carouge avec notre ami Mermot. Nous avions fait une petite promenade dans la campagne. Et il venait de faire un orage, enfin la pluie avait cessé. Et nous étions penchés en traversant qui était un ruisseau, mais qui prenait les allures de torrent, sur le parapet d'un petit pont, et nous regardions, enfin, je dois dire moi-même, très vaguement cette eau qui passait en tourbillon. Et nous étions tous les trois là, immobiles, et tout d'un coup, Ramu nous dit, mais est-ce que vous avez remarqué ce petit flocon d'écume qui se détache toutes les 10 secondes de cette pointe d'herbe? Ça, c'est typique. Ça, c'est une chose infime, mais il me semble que ça donne tellement la mesure de cette attention instinctive et en même temps profonde qui portait à tout. Et on est guère, alors. Un éguerre, oui. On est guère. Et Tu l'as bien connu pour le roi David, au moment du roi David, puisque oui, le c'était théâtre du genre à côté de chez toi. où la création a eu lieu, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement et j'ai grand regret. Tu ne l'as jamais rencontré personnellement? Non, jamais, non. Je le voyais passer, j'avais juste le temps de le voir passer parce qu'il voyageait à tombeau ouvert dans une Bugatti de sport, sans de bœuf, n'est-ce pas? Et alors, mais j'ai eu la chance de connaître la partition du roi David au moment, à l'état naissant, si je puis dire, puisqu'un des directeurs des chœurs, notre ami Charles Page, qui formait les choristes de Mézières, me passait les feuillets de la partition dure ils venaient d'être gravés. Avant la représentation. Avant la représentation, Oui. oui. Depuis combien d'années vivez-vous avec votre frère dans cette maison? Depuis 1910, moi. Il y a donc 45 ans. Votre frère se lève tôt. Très tôt. Quelle heure? On n'ose pas dire. À 6 heures, même avant 6 heures. Il était déjà solitaire, enfant? Oh, non, pas tellement. Non, j'étais pas solitaire. Oui, nous avons eu une vie très, très retirée parce que nous étions dans une ferme tout à fait isolée au bord d'un bois. Et puis nous avons eu une enfance alors merveilleuse. Et je crois qu'il en a énormément gardé de ce temps d'enfance. C'était vraiment une vie merveilleuse. À mon point de vue, puis aussi, je suis sûre, parce que, on disait encore l'autre jour, on ne peut pas remplacer la vie dans une ferme solitaire par autre chose. Une maison dans un village, c'est pas du tout la même chose. Il s'intéresse à ce qui se passe au dehors. Oh oui, oh, c'est sûr. Il s'intéresse à des quantités de choses. Quoi, par exemple? Oh, à tout ce qui se passe, il s'intéresse beaucoup à tout l'avenir cosmique, tout ce qui se passe dans le ciel, à tout ce qui se prépare. Et puis, il est passionné des fleurs. Depuis tout petit. Quand il était petit, jamais il ne voulait aller. On ne peut pas le faire manger le matin quand il était au jardin, il n'y avait rien à faire. Il faisait des discours aux plantes, et puis il tombait dans les massifs. Ça, il l'a gardé tout le long de sa vie, ce goût de la nature et des fleurs. Viens, ô frère vivant que j'abandonne, écrase doucement les fleurs glacées. Laisse à ton épaule pour un peu de temps encore poser ma tête. Adieu. Demain, le soleil sur mon silence, les pierres des enfants, les insultes des femmes, les hommes autour de cet homme perdu qui a tout oublié et ne sait pas mentir. Adieu. Oh, le soleil doute sur les moissons anciennes, quand la vallée tout entière chancelle dans les vagues de chaleur transparente, et ta profonde poitrine nue baigne au fleuve de l'azur sans fond. Qu'il faisait chaud parmi les seigles, plus haut que nos épaules, plus haut que nos visages. Adieu. Retourne à ton naïf bonheur. Ta lampe là-bas troue la ténèbre d'un long bras fauve. Qu'y a-t-il entre nous?
une fois encore dans ta main, ma main maladroite. Adieu.